visage. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième rendez-vous d'Elle a élu. Ça me fait très, très plaisir d'être là. La première fois, on avait parlé de campagne électorale. Cette fois-ci, on va parler du mot qui commence par P. On va parler de pouvoir, de femmes et de pouvoir. J'ai très, très hâte d'échanger parce que, évidemment, on a Mme Marois, mais il y a Maude et Suzanne aussi qui seront avec nous, deux porte-parole de l'UMQ, la présidente et en fait la présidente du comité Femmes et Gouvernance. Alors, ça me fait très, très plaisir d'être là et j'espère que vous avez déjà eu la chance d'échanger parce qu'il y a ces tables virtuelles qui nous permettent de pouvoir le faire. Puis vous allez voir, vous allez même pouvoir le faire après l'événement. Tu sais, parfois, on a l'impression qu'avec les événements virtuels, tout se termine de façon un peu carrée. Mais cette fois-ci, vous allez avoir la chance de continuer de jaser avec les gens qui vont avoir participé, puis peut-être partager, continuer d'approfondir la réflexion, la discussion. Alors, comme je le disais, ça me fait très, très plaisir d'être là. Et j'aimerais aussi remercier les partenaires de l'Union des municipalités du Québec qui permettent de rendre possible cet événement-ci. Je pense évidemment au gouvernement du Québec, au secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et le partenaire de l'UMQ, BEL. Alors, la commission plutôt Femmes et Gouvernance de l'Union des municipalités du Québec travaille depuis longtemps. C'est pas d'hier qu'on tente de susciter des candidatures féminines et ça marche. Ça marche parce que les chiffres ont quand même un peu changé. Mais là, il faut accélérer la cadence. Et c'est pour ça qu'après multiples événements, après avoir même publié une bande dessinée, l'UMQ a décidé de lancer cette campagne « Ça prend des femmes comme vous ». Et plutôt, celle-là avait été faite en 2017, pardon, mais plutôt lancer l'initiative d'Elle a élu. Et on a lancé ça le 9 mars. C'est pas une surprise pour personne. C'est un peu passé sous silence, mais depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. Comme je dis, on se rencontrait déjà il y a quelques semaines pour parler de campagne électorale et les choses vont bon train. Vous avez d'ailleurs vu le visage de plusieurs des femmes qui sont des ambassadrices d'Elle a élu et qui permettent de partager la bonne parole, mais aussi, et je dirais le plus important, de vous donner confiance pour faire le saut, parce que c'est souvent ça, hein, la petite étincelle qui nous manque pour être capable d'aller de l'avant. Alors, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir du temps pour échanger en groupe, mais la façon que ça va fonctionner, ce sera tout simple, c'est que je vais échanger avec des femmes. On va voir s'ils se qualifient comme femmes de pouvoir. Mais donc, je vais échanger avec des femmes qui peuvent être des modèles pour nous toutes. Et ensuite de ça, vous aurez la chance de retourner avec votre groupe, avec votre table, pour déterminer s'il y a des questions que vous aimeriez approfondir, s'il y a des choses que vous aimeriez que je pose ou que vous posiez comme question. Et après ça, donc, je le disais, après l'événement, vous aurez la chance de poursuivre la conversation pour encore un beau 30 minutes. Alors, on plonge avec d'autres femmes qui ont envie de nous laisser un message. Parce que la politique municipale, c'est stimulant, c'est rempli de défis. C'est une façon de changer les choses, c'est une façon de contribuer à un avenir meilleur. S'impliquer en politique municipale, c'est une excellente façon d'avoir un contact direct, concret sur notre milieu de vie et sur votre quotidien. Le travail de conseillère et de conseiller municipal, de mairesse ou de maire, c'est essentiel pour notre Québec, aussi pour toutes nos régions. La présence de femmes sur les conseils municipaux permet de considérer les préoccupations de toutes et de tous. Pour des municipalités plus dynamiques, c'est important qu'on ait des représentantes de divers horizons qui siègent à nos conseils municipaux. Il en va de la vitalité de notre démocratie municipale. L'augmentation des femmes en politique municipale conduit nécessairement à une société plus équitable et plus égalitaire. Elle permet aussi d'assurer la richesse et la diversité des points de vue. Il faut créer un environnement favorable pour que les femmes se sentent à l'aise de faire le saut en politique municipale. Il y a de nombreux modèles extraordinaires de femmes qui réussissent en politique malgré tous les défis que ça implique. Je souhaite qu'éventuellement, les femmes engagées au palier municipal soient la norme plutôt que l'exception. Notre objectif, c'est d'atteindre rapidement la parité dans les lieux décisionnels pour que les femmes soient entendues là où c'est important. L'éducation égalitaire des garçons et des filles joue un rôle essentiel dans la volonté des femmes de s'engager politiquement, d'exercer leur leadership
et de bâtir notre société. À toutes celles qui nous écoutent présentement, je vous dis, foncez. Si vous avez cet intérêt, cette étincelle en vous, n'hésitez plus. Présentez-vous, vous avez votre place. On donne vie à différentes initiatives qui visent à encourager la parité et les femmes à faire le saut en politique municipale. C'est une vidéo qui met très, très bien la table, je trouve. Bonjour, Suzanne Roy. Bonjour. Bonjour, Maude. Bonjour, Maude. Maude Laberge. Je vous ai déjà présenté un peu, mais je vais vous présenter quand même pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. Suzanne Roy, vous êtes présidente de l'Union des municipalités du Québec, mairesse de Sainte-Julie. Alors, ça me fait plaisir d'échanger pouvoir avec vous. Et Maude Laberge, vous êtes mairesse de Sainte-Martine. Voyons, j'avais une petite misère. Sainte-Martine, mais une belle sainte. Donc, Sainte-Martine, mais surtout, dans ce contexte-ci, présidente de la Commission des femmes, de femmes gouvernance de l'UMQ. Alors, ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler de pouvoir. Parce qu'on l'a vu, André Laforêt disait, bon, il faut foncer. Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, disait, ça nous prend des modèles. Vous en êtes des modèles. Vous êtes de ces femmes qui avaient décidé de faire le saut. Est-ce que vous vous considérez comme des femmes de pouvoir, Suzanne? Oh, Marie, je vous dirais oui. Ah, oui, j'aime ça. Oui, parce que je me considère comme une femme au pouvoir. OK. Et non pas de pouvoir. Ce qui me définit, ce n'est pas le fait d'avoir du pouvoir, mais de pouvoir utiliser le coffre d'outils pour changer les choses. C'est intéressant. Maude, vous? Moi, j'ai préparé ma réponse en disant, je sais, la bonne réponse, c'est de dire oui, je suis une femme au pouvoir. Oui. Oui, et je suis une femme de pouvoir aussi. Mais c'est tellement difficile d'arriver à ce processus-là parce que le pouvoir, c'est un mot qu'on doit s'approprier. C'est un mot qu'on on a tendance vraiment à l'associer à l'abus de pouvoir. Oui, c'est ça. Et il y a quelques années, Marie, tu m'aurais posé « Est-ce que tu es une femme de pouvoir? » Je t'aurais répondu « Non, je ne le suis pas parce que je suis une femme d'équipe. » Tu vois comment c'est intéressant, ça. Donc, si ça opposer le fait de travailler en équipe au fait... Donc, une femme de pouvoir, à vos yeux, c'était une femme qui travaillait seule dans sa tour d'ivoire. Oui, une femme ou un homme qui travaille une personne. Disons une personne. Une personne, oui, wow. Tout à fait. Puis finalement, mais c'est pas ça. Le pouvoir, c'est d'avoir des possibilités de faire des choses. Le pouvoir, c'est de mobiliser ton équipe. Exactement. C'est une définition qu'il faut s'approprier. Puis à partir, moi, je pense que c'est important comme processus parce qu'à partir du moment où tu l'assumes, c'est plus facile pour la confiance, c'est de continuer à avancer dans ta pratique d'élu. Suzanne, est-ce que ça a été un frein, justement, de dire que je pourrais être vue comme une femme de pouvoir? Est-ce que ça a été un frein pour se présenter en politique? Non, non, parce que c'était la seule façon de changer les choses. Oui. D'aller chercher le coffre d'outils. Alors, si on veut construire quelque chose, oui, je peux toujours essayer de planter le clou avec ma louche. Je vais réussir, mais peut-être que le cadre ne tiendra pas longtemps. Alors que si j'ai le bon coffre d'outils, j'ai les bons outils et je sais comment les utiliser. Et quand on parle du travail d'équipe, ça fait partie aussi des outils qu'on a et qu'on doit utiliser. Parce que si on ne travaille pas en équipe, on ne sera pas capable de rassembler, on ne sera pas capable de changer les choses et on ne sera pas capable de faire évoluer notre pensée. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Et quand j'ai dit « Oups, je me lance », je me disais « Bien, je ne peux pas perdre parce que la seule façon de perdre, c'est de ne pas se présenter. » Mais ça, c'était justement le slogan là, de la vidéo qu'on voyait, là, parce on pense qu'on peut faire la différence, on pense qu'on est capable de changer les choses, mais le pouvoir, Suzanne, vous y avez fait référence, c'est quelque chose qui se partage aussi. On n'est pas obligé de le garder que pour soi. C'est encore plus riche quand on parvient, par exemple, à le partager avec les membres de notre équipe puis à leur donner de l'élan. Oui, tout à fait. Puis on apprend aussi avec le cadre légal, parce que finalement, la fonction de conseillère ou de mairesse est encadrée par un cadre légal qui nous dit exactement quel pouvoir on a et quel pouvoir on n'a pas et le pouvoir qu'on devrait prendre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Puis c'est intéressant de voir que finalement, un conseiller ou une conseillère municipale, selon la loi, a du pouvoir juste dans la salle de conseil. À la mairie, on a le pouvoir 365 jours par année, 24 heures par jour, même la nuit.
Mais dans les faits, ça s'apprend dans la joute politique. Le conseiller, la conseillère a beaucoup de pouvoir, le pouvoir de faire confiance à son maire ou à sa mairesse, Tout à fait. le pouvoir de mobiliser, le pouvoir de mobiliser la population ou d'amener des projets. Donc, aussi, même si on a le pouvoir, selon la loi, à la mairie, si on n'a pas la confiance, donc c'est un ballon de... Si on n'a pas la confiance ni de la population, ni des conseillers, des conseillères, alors là, on n'a pas de pouvoir. Fait que c'est toute une joute qui s'apprend, je pense, avec le temps. Bien, c'est intéressant parce que effectivement, certaines vont décider de se présenter en équipe. Et donc, puis ils vont peut-être rentrer avec leur équipe, d'autres pas. Donc, il faut apprendre à apprivoiser le pouvoir et le partager parce que Maude fait référence à cette confiance qu'on peut avoir. Mais il y a des fois où on n'a pas cette confiance-là, puis il faut aller la chercher au cas par cas. Ça, c'est pas tous les jours facile, ça. Non, et la politique, c'est quand même aussi une question de réseau, de contact. Et ça, c'est important. Et quand on dit, oui, avoir le pouvoir, il y a des pouvoirs qui nous régissent. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire que quand un règlement ne répond plus à ce qu'on a besoin, à ce qu'on veut faire, on a le pouvoir légal, comme conseillère, comme maire, comme mairesse, de pouvoir le changer, de pouvoir l'adapter. Donc, ça, c'est une force, là. Ça veut dire qu'on change le quotidien des gens, là. Oui, puis c'est l'objectif. C'est pour ça que je faisais la nuance entre de pouvoir et au pouvoir, parce que là, maintenant, on est au pouvoir d'une municipalité où on peut changer les choses, changer les règles, les façons de faire, le faire ensemble, bien sûr, mais le faire avec notre collectivité. Puis ça, c'est essentiel. Tout seul, là, en haut, dans une tour, là, on tombe de haut. Mais c'est intéressant parce que le faire avec la population, c'est un peu un concept qui évolue, hein? Parce que, bon, moi, j'ai vu mon père faire de la politique, puis la consultation au début des années 70, là, c'était pas vraiment... J'étais petite, là, mais je voyais bien que, tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose... On le faisait ensemble quand on voulait réclamer des choses, mais dans la prise de décision, le citoyen était plus ou moins là. Aujourd'hui, le citoyen est encore plus présent dans ce qu'on appelle ce gouvernement de proximité. Comment on fait pour s'assurer qu'on a le pouvoir, mais que le citoyen sent aussi qu'il y a une emprise sur son quotidien, Suzanne? D'abord, il faut être clair. Quand on se présente, il faut exprimer clairement pourquoi on se présente, quelles sont nos idées, où on veut aller. Déjà, là, on va voir s'il y a adhésion ou non de la population. Exact. C'est la première consultation, c'est la première vraie consultation. Mais après, quand on arrive pour le définir, on dit que c'est toujours dans les détails. Hein? Le diable est dans les détails. Alors, évidemment, à ce moment-là, c'est en travaillant en amont. Puis cette participation-là, ça amène à avoir de meilleurs projets, à prendre de meilleures décisions. Mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Un jour, il faut trancher. Et c'est là où il faut prendre une décision. Et c'est à ce moment-là où on prend la décision d'influencer, d'aller au bout de sa pensée, justement parce qu'on a travaillé en amont avec la population pour pouvoir changer les choses. Et ça, les femmes, elles le font continuellement dans leur vie, dans leur famille, dans leur milieu de travail. Elle est un peu médiatrice en même temps. Hein? Donc, il y a une partie de médiation, mais il y a une partie de prise de décision. Et là, Maude, quand on décide de prendre la décision, ça ne veut pas dire qu'on fait l'unanimité. Suzanne y a fait référence. On a tenté de mobiliser, d'expliquer le projet, par exemple, d'une grande restructuration. Puis là, bien, on sent qu'il y a une majorité qui est derrière nous, mais ce n'est pas l'unanimité. Est-ce que c'est pas un des défis qu'on a parfois de prendre une décision en sachant qu'on va faire des gens qui ne seront pas heureux avec la décision? Tout à fait. Puis des fois, ça veut même dire reculer. Oui. Des fois, c'est de prendre le temps de... Bien, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les idées, mais ça veut dire qu'on recule, qu'on réanalyse le dossier. Puis les commentaires qu'on reçoit sont forcément bons. Ça représente la population. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans le projet? Est-ce qu'on pourrait trouver une porte de traverse, là, un chemin de traverse qui ferait en sorte que bien, tout le monde serait plus à l'aise? C'est sûr que la politique, c'est de faire des compromis. Hein? Ça, c'est comme un principe de base. Mais c'est drôle parce que quel compromis qui va faire le plus heureux, je pense qu'on peut y arriver le plus souvent qu'autrement. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on parle de compromis. Il faut trouver ces zones-là, mais ce dosage-là n'est pas toujours évident à vivre. Est-ce que ce serait un des freins qui ferait en sorte qu'il y a peut-être moins de femmes qui se sentent cette confiance-là de peut-être déplaire dans le compromis? C'est un frein. Je vais les inviter à lire le livre de notre invitée d'aujourd'hui, Mme Marois. Parce que dans son livre, elle mentionne ses craintes à elle pour se présenter.
Et elle affirme dans son livre, puis ça, j'ai trouvé ça superbe, que là où elle a le plus appris, c'est dans les crises, dans les moments plus difficiles. Tellement. C'est là où elle a le plus appris, c'est là où elle a le mieux pu performer, amener les choses. Alors, ça, c'est important aussi, parce que oui, ça fait peur aux femmes, le côté chicane, confrontation, discussion, mais pourtant non, parce que quelquefois, sortent de là les meilleures idées, les meilleurs projets. Mais c'est intéressant parce qu'il ne faut pas non plus dire que parce qu'on a eu une discussion qui a été corsée, que c'est nécessairement une chicane. Voilà. Parce que de ça, puis c'est intéressant ce que vous dites, Suzanne, parce que on a souvent l'impression que parce qu'on va se confronter, on va confronter nos idées, on va se coltailler avec nos opposants, que c'est nécessairement négatif, mais de là, effectivement, peuvent naître des idées super intéressantes qui font en sorte qu'on a bâti sur l'idée de l'autre. Puis en crise, bien évidemment, là, c'est nous-mêmes aussi qu'on apprend à connaître. Donc, vous l'avez dit, Pauline Marois va se joindre à notre discussion. On va parler de pouvoir avec elle. Mais juste avant, j'aimerais ça vous poser une question parce que vous avez vécu les deux. Alors, comme conseillère municipale et comme mairesse, comment votre vision du pouvoir a évolué, Maude? Bien, j'ai plus de pouvoir de travailler en équipe à la mairie que comme conseillère municipale. Dans le sens où l'équipe autour, c'est un travail qui est toujours en continu. À chaque jour, on se parle. Alors que quand j'étais conseillère municipale, bien, il n'y avait pas d'équipe et tout ça, mais il fallait que je présente mes dossiers, puis ils étaient peut-être approuvés ou pas, là, entre guillemets. Alors que là, c'est une construction qui se fait en continu. Puis on finit, parce que ça fait plusieurs années, là, on arrive à la fin du mandat, on finit par comprendre le mécanisme de pensée de chaque conseiller, conseillère. Donc, on sait qu'est-ce qui va fonctionner ou il va falloir qu'on travaille plus pour que tout le monde soit heureux. Donc, je pense qu'on a une vision peut-être plus globale. Un vrai 360. Ouais. Suzanne? Mais moi, je ne l'ai pas vécu de cette façon-là du tout. Alors, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on est là, pour donner différentes visions. Je suis arrivée complètement indépendante dans une équipe qui était en place. Donc, et je pense que j'ai pu apporter mes idées, on a pu avancer, on a pu travailler. Alors, effectivement, en découvrant force et faiblesse de chacun, en prenant le temps de faire la différence entre la discussion, et on a une conseillère de Sainte-Julie qui est là, où on s'est un peu... coltaillé. Un petit peu au début. Et elle me disait, c'est incroyable. La veille, on se parlait fort, on discutait fort, et le lendemain, tu me vois à l'épicerie et tu m'embrasses. Alors, c'est ça la différence entre le personnel et la discussion du dossier. Ah, c'est tellement bon parce que je suis certaine qu'on va pouvoir échanger avec notre prochaine invitée autour de ça parce que, oui, effectivement, souvent, on a l'impression que les opposants, c'est des personnes avec qui on n'a pas d'atomes crochus et au contraire, il y a des belles amitiés qui se sont créées. On pense à Lisa Frulel et Louise Baudouin, entre autres, des amitiés entre des opposants politiques, mais que la vie a vraiment uni. Alors, on se retrouve tantôt. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. On va rejoindre maintenant notre invitée toute spéciale, une invitée qui a une carrière politique extraordinaire. J'avais envie de dire qu'elle a fait éclater tous les plafonds de verre. En tout cas, elle en a fait éclater plusieurs. Évidemment, il y avait des femmes qui étaient passées avant elle, mais elle a fait éclater le plus important au Québec puisqu'elle est devenue la première femme première ministre du Québec. Mais elle a aussi battu tous les records parce que peu importe qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est elle qui a occupé le plus de portefeuille à titre de ministre. Donc, elle a une vision, vraiment, on parlait de la vision 360, elle a cette vision 360-là, de dossiers sociaux à dossiers économiques aux finances. Elle les a toutes faites, à l'éducation, à la santé aussi. Alors, sa carrière politique, c'est important de le rappeler, a débuté comme staff. On dit toujours ça, nous, dans le jargon politique. Elle était donc dans les cabinets politiques avant de mettre sa face sur un poteau et devenir députée, puis par la suite ministre et par la suite première ministre. Alors, Pauline Marois, bonjour. Bonjour, Marie. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. On ne peut pas serrer la main. Non, mais on se dit qu'on s'aime quand même. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Ça vous avez fait vu plaisir. notre discussion avec Suzanne et Maude. Si moi, j'avais à vous demander votre définition du pouvoir. C'est un moyen puissant. Ah, un moyen puissant, j'aime ça. Oui. Puissant. C'est un moyen puissant pour changer les choses. Ça rejoint beaucoup ce que vos invités ont dit avant moi. Parce que quand on va en politique,
on a un objectif. Oui. D'ailleurs, ça, c'est la première chose. Hein? Les femmes qui nous écoutent, là, c'est pas on peut discuter longtemps de la manière, la façon, les outils, etc. Mais la première question à se poser, pourquoi je veux faire de la politique? Tellement. Pourquoi je veux m'engager? Pour apporter des idées, pour proposer des changements, pour faire avancer des projets auxquels je crois essentiellement. Alors, le pouvoir, c'est un moyen pour faire avancer ces dossiers-là, pour faire ces changements. Alors moi, je dis souvent aux femmes qui, quand je les ai approchées pour qu'elles soient candidates, parce que je l'ai fait pas mal souvent. Oui, hein, parce que ça fait partie aussi de votre parcours. Vous ne vouliez pas être la seule femme. Non. C'est parce que des fois, certains ou certaines reprochent à des femmes de vouloir se garder ce petit coin-là pour elles. Vous, ça n'a jamais été ça. Là. Jamais. Votre parcours Au était contraire. de prendre le téléphone puis de convaincre. Au contraire. Je voulais qu'on soit le plus nombreuses possible, les plus nombreuses possibles, parce que ça facilite notre intégration. Puis ça facilite la masse critique. La masse critique fait en sorte que notre voix est plus entendue. On s'entend? Mais de fait, pour moi, le pouvoir, c'est un outil. C'est jamais une fin, c'est un outil, mais qui permet de transformer la société dans laquelle on vit. Puis je me dis, comme femme, il ne faut pas avoir peur du pouvoir, parce que je vous entendais aussi tout à l'heure, puis ça, j'ai eu souvent cette réaction-là de femmes qui me disaient « Ah, d'abord, il y avait toujours la confiance. Ça, c'est toujours la question. Est-ce que je vais être capable de le faire? » Elle avait des feuilles de route longues comme ça. J'avais parlé à des gars avant qui avaient des feuilles de route longues comme ça, mais elle se posait la question si elles étaient capables. Toujours. Bon, ça, c'est toujours la chose qui arrive. Alors, et donc, la question du pouvoir, ça effraie les femmes parfois. Elles ont l'impression qu'elles vont devoir faire des compromis trop grands ou que ça compromet que d'être dans des fonctions de pouvoir. Ça nous amène à de la compromission. Non. Oubliez ça. À partir du moment où vous êtes intègre, vous êtes authentique, vous savez pourquoi vous voulez vous engager en politique, pensez que c'est un moyen extraordinaire. Et moi, j'étais tellement consciente de ça dans ma vie politique, puis je regardais d'autres femmes. Il y a plein de grandes politiques au Québec qui ont été portées par des femmes. Oui, c'est très vrai. Et qui n'existeraient pas si les femmes ne s'étaient pas engagées en politique. Je pense, entre autres, au Code civil qui a été beaucoup influencé, le droit de la famille, par Mme Payette. Mme Claire Kirkland-Casgrain, qui a été la première femme élue qui a changé le Code civil. Je pense à des femmes comme Louise Arel qui ont fait avancer la loi sur l'équité salariale. Alors, il y a toute une liste comme ça de femmes très engagées qui ont changé les choses. La ministre responsable du droit de la pas du droit de la famille, mais qui a changé la loi sur le patrimoine, Mme Gagnon-Tremblay. Oui, tout à fait. Alors, on a oublié, Mme Bacon, c'est elle qui a mis en place le premier système de service de garde. J'allais vous la rappeler parce qu'effectivement, Lise Payette a dit « Le pouvoir connaît pas ». C'était le titre de son autobiographie politique. Lise Bacon, elle, a jamais, je pense, dit qu'elle n'était pas une femme de pouvoir. C'est comme si elle avait assumé puis elle était, en fait, on va dire en anglais, one of the boys. Oui, absolument. Il a fallu qu'elle fasse de la politique davantage comme les hommes. Marie, vous savez, hein, il y a une femme en 1961, Claire Kirkland-Casgrain. Ensuite, il y en a eu une deuxième, qui était Lise Bacon. Mais il y a eu une seule femme au gouvernement entre le début des années 60 jusqu'à 76, alors qu'on avait obtenu le droit de vote en 1940, exercé en 1944. Alors, c'est fascinant quand on regarde ça. Mais notre présence a changé les choses. Puis on a parlé donc de cette masse critique-là. Diriez-vous que justement Mme Bacon qui l'a assumé, Mme Payette qui n'a pas trouvé donc qu'elle avait ce pouvoir-là. Elle en avait, hein? Mais moi, je pense que oui. Elle en avait beaucoup de pouvoir. Il me semble que oui, puis elle avait de l'écoute. Je pense que c'était une façon d'ironiser un peu sur cette question-là. Oui, elle a eu énormément de pouvoir. Elle a eu un bon appui de M. Lévesque parce qu'elle a eu la vie très difficile avec, entre autres, la loi sur l'assurance automobile, qui était une loi majeure. Une réforme qui est encore là, qui n'a pas bougé et dont on est encore très content. Et je regarde, il y a eu des élections, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, à un moment donné, il y a eu des chicanes là, assez importantes, puis on enviait notre système qui, effectivement, a apporté de l'équité, finalement. Alors, elle a dû se battre comme c'est pas possible. Elle a eu l'appui de M. Lévesque, mais elle en a eu, oui, du pouvoir. Puis quand elle a changé, quand elle a proposé sa politique égalité ou indépendance, que tout le gouvernement a assumé cette politique-là, l'a appuyée, l'a intégrée dans l'action quotidienne,
c'est avoir un peu de pouvoir quand même. Quand même, hein? Ouais, quand même. ouais. Parlons de votre cheminement vers le pouvoir. Vous êtes, petite fille, une organisatrice. Oui. Hein? Vous aimez faire bouger les choses. Oui. Est-ce que vous diriez que dès lors, vous saviez que le pouvoir, ça pouvait faire changer les choses? Non, c'était intuitif. C'est ça, parce qu'une des préoccupations que moi j'ai, c'est de voir beaucoup de jeunes filles au primaire, au secondaire, occuper des rôles, devenir présidente de classe, présidente d'école et tout ça. Puis après ça, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu et cherche le pourquoi. Et j'ai écouté votre parcours, puis vous étiez exactement là. C'est ça, absolument. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, honnêtement. Votre chum? Bien, mon chum a été très, très, très important dans ma vie. Ça. Oui. Il vous a convaincu, il vous a donné cette confiance-là, peut-être que vous n'aviez pas jusqu'au bout, parce que vous en aviez quand même un peu, là. Oui, j'en avais un peu. Mais effectivement, lui, à mes côtés, m'obligeait à faire de l'introspection sur moi-même. Il me disait, écoute, tu veux faire avancer le Québec, tu veux faire du Québec un pays. Tu as quand même des connaissances, des compétences, des expériences que tu peux mettre au service. Pourquoi tu ne fais pas le choix d'y aller? Parce que c'est lui qui m'a souvent donné le dernier coup de pouce qu'il fallait, le dernier appui pour dire, OK, d'accord, je vais y aller. Alors, il m'obligeait à regarder ce que j'étais, à me faire confiance, puis finalement, à prendre la décision d'y aller. Et j'aimerais ça qu'il y ait comme ça dans la vie de toutes les femmes du Québec, des gars ou des amis. Et parfois, on peut des mentors. Voilà. Parfois, on peut aller chercher des mentors, d'autres femmes, des amis dont on est très près, pour nous aider à réfléchir sur ce qu'on est, sur les capacités qu'on a. Et de pouvoir ensuite faire le saut, finalement. Oui, parce que ça m'a beaucoup marqué dans votre biographie. On n'a pas l'impression... c'est pas l'impression que vous nous donnez. Ouais. Mais vous êtes quand même habité par un certain doute qu'on a toutes. Et ça fait du bien en même temps. Honnêtement, ça m'a fait du bien. J'ai fait comme, ah, OK, je suis pas toute seule. Ah, mais vous avez effectivement un conjoint puis une équipe que vous avez formée autour de vous, d'hommes, de femmes, qui vous ont toujours mis un petit peu de vent dans votre voile pour dire, OK, là, garde, là, vas-y. Absolument. Et d'ailleurs, je réfléchis beaucoup à la question du leadership, puis je participe à une formation en leadership. Et une des choses que je dis aux gens que je rencontre dans ces réunions, entourez-vous de gens très forts et de gens qui vont compenser vos failles, vos faiblesses ou vos insécurités. Et autant, oui, mon conjoint a joué un rôle très important, autant les équipes dont je me suis entourée ont été essentielles dans mon cheminement. Des modèles, on parlait de Mme Payette, c'en est un, bien sûr, mais savoir qu'autour de nous, il y a des gens qui vont être capables de nous donner leur juste. Oui, ça, c'est important. Ça, là, c'est fondamental. Ils vont être capables de nous dire, bien, c'était pas très bon, là, l'intervention que tu as faite. Mais ça fait mal, ça, en même temps. Ça fait mal, mais ça fait grandir. C'est ça. Et puis, ça permet d'être meilleur après. Et c'est comme ça qu'il faut toujours le voir. Et d'avoir donc des gens qui sont... Ils peuvent être dans notre équipe immédiate, mais ils peuvent être des gens un petit peu plus loin, qu'on va voir régulièrement et qui vont nous conseiller, qui vont nous donner justement une rétroaction par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à la façon dont on se présente, etc. Parce qu'effectivement, on le dit, le pouvoir, c'est aussi, on appelle souvent ça, c'est comme l'aquarium. On appelle le Parlement l'aquarium. Ce que vous nous dites, dans le fond, c'est une des choses qui est importante, c'est d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de l'aquarium, qui est capable de dire si, comme poisson, on est en train de nager comme il faut. Là. Absolument. Et ça, c'est très utile dans la vie. Alors moi, quand ça s'est présenté, mais comme j'avais des gens assez forts autour de moi, et j'avais mon conjoint, bien sûr, qui se mêlait jamais de mes dossiers, hein. Non. C'est assez fascinant. C'est ça. Parce que les gens pensaient toujours que non, il ne se mêlait jamais de mes dossiers, mais il se mêlait de moi. Il s'occupait de moi. Exactement. Puis l'autre élément qui fait souvent peur, qui est souvent un frein, c'est la conciliation travail-famille. Oui. Vous êtes, en fait, je trouve que vous êtes un modèle très... vous avez développé le modèle, en fait. Oui. Vous n'êtes pas un modèle, vous l'avez développé parce que vous aviez déjà un partage de tâches très tôt dans votre relation. Une relation qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Non, pas toujours été au beau fixe. C'était tendu. Parce que deux têtes fortes quand même. Là. Oui, deux têtes fortes, puis des moments difficiles. Alors, c'était tendu à certains moments.
Ça, aussi, je dis souvent ça aux femmes que je rencontre, qui m'invitent à partager mon expérience. Je leur dis, là, je vais vous parler du pouvoir, je vais vous parler de la confiance en vous, je vais vous parler de la nécessité de prendre des risques, etc. Puis je vais vous parler de biberon et de couches. Ils me regardent toujours comme ça. Oui, parce que souvent, ça a été un frein à l'engagement des femmes en politique, ou même dans des fonctions de responsabilité à la tête d'organisations, d'institutions, parce que la conciliation entre la famille et le travail était essentiellement sur les épaules des femmes. Et, bon, c'est sûr, on met au monde les enfants, et ça va de soi. Bon, mais d'ailleurs, je trouvais ça tellement important que cette question-là, que j'ai été avec Nicole Léger, celle qui a proposé, fait adopter la loi sur les congés parentaux. Tout à fait. Le gouvernement qui nous a suivis l'a mis en place, les services de garde, bon, etc. Mais ça, pour moi, c'est le fondement même de l'égalité entre les hommes et les femmes, je vous dirais. C'est là que ça commence. Parce que vous avez fait quelque chose que plusieurs pensaient impossible, c'est que vous n'avez pas renoncé. Non. Plusieurs ont pensé que pour réussir et être une femme de pouvoir ou avec du pouvoir, il fallait renoncer à la vie de famille. Vous n'avez pas voulu renoncer. Je ne voulais pas renoncer. Je voulais être capable. À ce moment-là, je ne pensais pas nécessairement au pouvoir. Je pensais à avoir une profession, oui, puis à avoir des responsabilités, parce que j'aimais beaucoup mon travail dans le domaine des services sociaux. Je suis travailleuse sociale au départ. Mais je ne voulais pas renoncer à avoir des enfants. Et l'entente qui s'est faite avec mon conjoint là-dessus était comme un sine qua non. Ça devait passer par là. Parce que justement, je voulais avoir des enfants. Je voulais qu'on puisse en prendre soin ensemble. Je ne voulais pas qu'ils souffrent du fait que je voulais avoir une profession, que je voulais m'engager. Mon conjoint était du même avis. Et on s'est entendu, ça a été, je dirais, facile. Bon, évidemment, c'est peut-être dans son tempérament profond, mais ça a été facile. C'est un papa-maman. C'est un papa-maman. Vous savez, moi, je donne toujours l'exemple quand il pense qu'il faut aller chez le médecin ou qu'il faut aller chercher un vaccin, puis qu'il faut s'occuper des dents, puis tout ça. Tu dis, ça y est, il n'y a plus de problème. Il va s'occuper. Il va tout s'occuper. Non, mais c'est une image que je donne. Oui. Bon. Mais effectivement, il y a une chose cependant que les femmes doivent faire pour être capables de vivre ça. Il faut lâcher prise un peu. Il faut accepter que de ne pas exercer le contrôle dans notre maison sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'y fait, sur nos enfants aussi. Notre conjoint peut en prendre soin aussi bien que nous. Il le fera différemment. C'est pas grave. Comme lâcher... Vous dites c'est pas grave, mais pour bien des femmes, c'est pas nécessairement facile. Alors, je veux pas mettre un poids supplémentaire sur le dos des femmes, non, mais il reste que on veut partager le pouvoir sur la place publique, dans les lieux de décision, les lieux politiques. Bien, il faut accepter de partager le pouvoir dans sa maison et vis-à-vis les enfants. Et ça, pour moi, c'est aussi important, lâcher prise. Parce que à ce moment-là, on se sent coupable, responsable, puis les choses ne seront jamais faites comme nous, on aurait voulu les faire. Elles sont faites. C'est ça l'important. Hein? Puis c'est intéressant parce que, justement, dans votre livre, vous dites « J'en ai peut-être fait aussi un peu trop. » Parce que, je me souviens, Rachida Dati, en France, avait fait aussi la même chose. Elle a eu un bébé, puis elle est revenue au travail quelques jours après. Vous avez été de ce genre de super femme qui revenait au travail 15 jours après avoir accouché. Puis là, on vous écoute, puis là, on fait « Oh, mon Dieu! » C'était trop. Et je le dis d'ailleurs dans ma bio. C'était trop parce que ça envoyait un message aux femmes que j'étais comme une espèce de superwoman et qu'elles ne pouvaient pas vivre ces mêmes expériences. Et ça, je le regrette un peu. Bon, mais en même temps, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il y avait aussi... on était très peu nombreuses comme c'est ça, il n'y avait pas la masse critique à ce moment-là. Il n'y avait pas la masse critique. Il n'y avait pas de petits loups, là, aujourd'hui, comme il y a à l'Assemblée nationale qui se font allaiter à l'Assemblée nationale. Je trouve ça tellement formidable. Moi aussi, ça me touche beaucoup. C'est extraordinaire. Oui. Mais non, il n'y avait pas ça. Alors donc, puis en plus, comme on n'était pas nombreuses, puis qu'on surveillait un peu nos arrières, si on veut, on avait l'impression que si on n'était pas là, on allait occuper notre place, prendre notre place. C'est ça. Alors donc, il y avait tous ces phénomènes-là qui jouaient. Puis, en même temps, je me dis, l'image que j'envoyais aux femmes
c'était pas nécessairement la bonne parce que c'était trop demandé. Un peu comme accepter d'avoir de l'aide aussi. Quand on est député, quand on est, ministre, mais quand on est député, on a un revenu décent. C'est pas un super grand revenu, mais on a un revenu décent qui nous permet d'avoir de l'aide à la maison. Ça aussi, c'est une façon de nous permettre de concilier le travail et la famille. Bien, pour moi, pour que ce soit possible pour toutes les femmes du Québec, ça a été les services de garde et nos CPE. Puis ça, je suis certaine que l'égalité, comme je dis, commence devant les enfants, dans la conciliation famille-travail, et que ces outils-là, ces programmes-là qu'on a mis en place, ça a permis d'augmenter la richesse des femmes, de faire reculer la pauvreté des familles. Pourquoi aller en politique et avoir du pouvoir pour faire des choses comme ça? Bien, c'est ça qui est extraordinaire. Puis le congé parental, quand on regarde au congé parental, au Québec, c'est ici que la majeure partie des gars le prennent, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Canada. Puis moi, je trouve quelque chose là, ça veut dire qu'on a fait une avancée, ça veut dire que dans les milieux de travail, c'est accepté, mais il fallait mettre effectivement la politique en place. Et malheureusement, on s'est rendu compte dernièrement que les femmes parlementaires du Québec n'étaient pas couvertes. Bien, je voulais vous en parler parce que effectivement, au niveau municipal, ça a été aussi un enjeu. Et on est en train de corriger. Je crois que l'enjeu est corrigé, mais ça a été un enjeu pour plusieurs femmes qui souhaitaient, qui avaient désir d'enfant. Ça, c'était Mme Goupil qui disait ça. J'ai toujours trouvé ça très beau. Donc, Linda Goupil. Mais donc, quand on a désir d'enfant, bien, il faut aussi avoir des mesures qui nous aident. Et aujourd'hui, bien, il y a des politiques qui ont été mises en place parce que, effectivement, il y a des femmes qui ont ouvert les portes, mais, et là, je veux parler des hommes dans votre vie politique, parce qu'évidemment, vous avez été ministre avec René Lévesque, vous avez commencé votre carrière, on a dit, dans les coulisses avec M. Parizeau, qui vous obligeait à mettre des pantalons, c'est quand même pas rien. Non, à ne pas mettre de pantalons. À ne pas mettre de pantalons, pardon, oui, effectivement, à ne pas mettre de pantalons. Donc, il y a eu des hommes dans votre carrière qui ont été des accélérateurs, donc d'autres qui ont été des freins. Et je ne veux pas dire que M. Parizeau a été un frein parce qu'il va se reprendre plus tard. Oui, il va se reprendre très bien d'ailleurs. Exactement. Il va confier des responsabilités très importantes. Mais la solidarité entre les femmes élues de toutes les formations politiques ont quand même permis de faire en sorte que ces hommes qui étaient des freins puissent être peut-être justement je trouve le plus bel exemple dont je me souviens de cela, c'est Mme Gagnon-Tremblay, avec la loi sur le patrimoine familial. Bon, la loi sur le patrimoine familial, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein? Mais c'est important de le rappeler parce que ça a changé les choses complètement. Fondamentalement, c'est le contrat de mariage qui était auparavant à séparation de biens, communauté, etc. Là, on a fait vraiment un contrat où, à partir du moment où on se mariait, tout ce qu'on allait acquérir allait se partager, finalement. Ce qu'on avait apporté, chacun nous appartenait, mais ce qu'on allait acquérir allait se partager. Ce qui était un rééquilibrage absolument essentiel et fondamental. Mais il y avait beaucoup de nos collègues masculins qui étaient farouchement opposés. Parce que le patrimoine, ça restait souvent aux hommes. Aux hommes, voilà. On nous donnait les meubles, puis on gardait la maison. Oui, quand même. Hein? C'était ça. Bon. Alors, et il y a eu vraiment une solidarité entre les filles. Moi, je me souviens du caucus où on avait débattu du projet et nos collègues masculins levaient souvent la main. Et puis finalement, elle a reçu notre appui, puis notre caucus a donné l'appui à cette loi sur le patrimoine familial. Maintenant, c'est quand même des moments de grâce. Ça n'arrive pas très souvent, il faut l'admettre, mais on sent quand même une certaine forme de complicité entre les femmes parlementaires qui comprennent ce que vit l'autre et puis qui essaient de trouver parfois des voies de passage pour aider à ce que ça soit accepté dans nos caucus respectifs. Mais ce n'est pas non plus toujours le cas. Cependant, je dirais que quelque part, on comprend là où on est, puis les difficultés que chacune de nous rencontrons, et on sait que quelque part, il y a un peu de complicité nécessaire pour faire avancer les choses, et entre autres, la question de l'égalité, la question de la place des femmes dans nos sociétés. En tout cas, moi, je peux dire que j'ai vécu cette solidarité-là avec vous et avec Mme Jérôme Forget quand j'étais arrivée dans un train en marche. Vous m'avez fait une place extraordinaire, et ça, pour moi, ça reste un modèle. Il nous reste, ça passe tellement vite, vous avez une carrière tellement riche. Vous avez donc occupé plusieurs postes de ministre, je l'ai dit, les postes les plus importants, santé, éducation, finances. Mais un jour, vous devenez
première ministre. Donc, on est en accéléré parce que je pense que c'est quand même important de pouvoir parler de ce moment-là parce que là, vous avez le, L-E majuscule, pouvoir. Oui. Parce que quand on est ministre, on l'a vu quand c'est un peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comme quand on est conseillère municipale versus mairesse. Quand on est conseillère, on propose des choses, on doit le faire passer. Donc, quand on est ministre, on doit faire passer ça au conseil, au conseil des ministres. Ton premier ministre doit décider que c'est intéressant, que ça devienne une priorité, tout ça. Là, vous avez eu, donc, de 2012 à 2014, les deux mains sur le volant, comme aurait dit un de vos adversaires. Comment ça a changé votre dynamique face au pouvoir? Est-ce que vous avez senti tout à coup, le soir de l'élection, ce poids sur vos épaules? Oui, j'ai senti ce poids-là, mais toujours en même temps, cette capacité de faire avancer des choses que m'offrait ce poste de première ministre. Mais comme je connaissais bien ce que signifiait cette fonction-là, pour avoir fréquenté plusieurs premiers ministres et avoir été très près de certains d'entre eux, je savais aussi les contraintes dont je devrais tenir compte. Je savais la nécessité pour moi de continuer à convaincre, à mobiliser, à travailler en équipe. J'écoutais tout à l'heure Suzanne Roy qui le disait et sa collègue de Sainte-Martine. Et Maude. Effectivement, oui, je savais que j'avais des moyens énormes, mais qu'en même temps, il y avait des limites, il y avait des contraintes et que je pouvais les transformer en plus. Et c'est là que le travail d'équipe, le travail de mobilisation, de concertation. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé exercer cette fonction-là parce que j'avais le sentiment que je pouvais vraiment changer les choses et j'avais moins de contraintes quand même que lorsque j'étais ministre, honnêtement. Puis le fait que j'ai été dans plusieurs ministères, je connaissais à peu près tout ce qui se passait. Oui, vous connaissiez bien l'appareil, vous connaissiez, puis vous aviez aussi, tu sais, comme je disais, votre parcours a été à la fois sur le terrain comme travailleuse sociale, vous avez monté plein de projets, vous avez été dans les cabinets politiques, vous avez fait donc tous les rôles, l'opposition aussi. Mais comme femme qui a accédé à ce rôle-là, il y a eu évidemment la soirée électorale. Oui. Puis aujourd'hui, je vous vois avec votre foulard, puis je vous trouve tellement belle, mais vous avez décidé, pour aller là où vous vouliez, de vous oublier aussi un peu. Oui, j'ai décidé de m'oublier, entre autres sur toutes les questions vestimentaires, c'est un exemple, mais aussi de renoncer, si on veut, à une certaine qualité de vie quelque part. Il faut quand même que je le dise. Il faut que les femmes le sachent. On renonce à des choses. On renonce à voir moins souvent nos amis, à voir moins souvent des gens de notre famille. On renonce à des choses, mais en même temps, ce qu'on peut faire en plus et la satisfaction qu'on a en plus vient compenser complètement, à mon point de vue, ce à quoi on doit renoncer. Et moi, je dis aux femmes, écoutez, faites-vous confiance, allez-y. Vous pouvez faire la différence, justement. Je pense que ça faisait partie de votre présentation. Oui, exactement. Vous pouvez faire la différence. Notre façon de voir les choses, notre façon de travailler, est-ce que c'est inné ou acquis? Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient », n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, notre apport est important. Puis l'apport des jeunes femmes, des femmes qui ont des enfants, justement, qui sont en âge de procréer, qui ont des jeunes familles. Sans ça, la politique va être... il n'y aura pas cette présence dans les lieux de décision, lieux de pouvoir, d'une partie de nos générations. Et ce qu'on vit dans le quotidien peut nous inspirer pour aider d'autres femmes, aider d'autres familles, aider d'autres citoyens que l'on veut servir par la fonction qu'on va occuper, que ce soit dans une municipalité ou dans un gouvernement national. Bien, je trouve ça tellement important ce que vous dites parce qu'effectivement, on peut être prof, on peut être entrepreneur, on peut être jeune maman avec une formation XYZ. On a toutes quelque chose à contribuer parce que ce point de vue-là a besoin d'être entendu. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec justement la phrase de Jean Lapierre qui disait « On va en politique quand on a tout à perdre ou rien à gagner ». Je disais non. C'est à tous les moments de la vie quand on a envie de contribuer. C'est ça, absolument. Et au contraire, on a tout à gagner parce qu'on continue d'apprendre, puis on a tout à apporter et à faire gagner une société.
Exactement. Par notre différence, par notre vision, notre façon de faire les choses. Donc, on a effleuré cette soirée électorale qui a été une grande crise. Il y a aussi eu dans votre vie mégantique, qui a été une autre grande crise. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux moments-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur vous? Oui, j'ai appris que j'étais capable d'être forte dans des moments très tendus. Clairement. Et ça, c'est l'expérience que l'on acquiert progressivement au fur et à mesure du temps de ce qu'on vit comme personne politique dans les différentes décisions que l'on a à prendre. Une maturité. Je me suis rendu compte que j'avais une capacité de prendre des décisions dans des moments difficiles, dans des moments à haut risque, et que mon instinct s'était développé, je crois, avec tout le parcours que j'avais suivi. Puis il faut se fier un peu à ça. Mais vous avez de l'instinct, je pense que vous en aviez dès le départ, mais vous l'avez peut-être davantage écouté? Peut-être que je l'ai davantage écouté, parce que des fois, je me dis aussi, à chaque fois qu'il y a eu des décisions où je me suis laissée trop influencer, sans suivre mon instinct, ça n'a pas toujours été très bon. Mais quand j'ai suivi mon instinct, de façon générale, il est arrivé des fois que c'était pas parfait. Bien là, mais de façon générale... Il n'y a pas personne qui a un parcours parfait. Non, je ne suis pas sûre qu'il y a bien des gars qui viendraient nous dire ça aujourd'hui. Ils diraient, ben, dans mon parcours, il y a eu telle chose. Il y a eu des moments de faille, des moments de difficulté. Mais sauf que, comme je crois que Lac Mégantic, ça combinait ce que je suis comme personne, comme travailleuse sociale, puis mon expérience gouvernementale et l'instinct à travers ça. J'ai jamais eu 2 minutes d'hésitation entre le moment où j'ai vu ce qui s'était passé, incroyable, puis la responsabilité que je savais que je devais assumer et que c'était moi la chef de l'État et que ça devait venir du plus haut niveau si on voulait vraiment aider les gens. Puis j'en avais vu tellement avant, de Lucien Bouchard en passant par même le gouvernement qui nous avait précédés dans des circonstances parfois difficiles. Je savais qu'il fallait que je sois en mesure de prendre des décisions, d'influencer les orientations qu'on allait prendre pour soutenir les gens, appuyer la communauté. J'ai jamais pensé à me substituer à Mme Colette Roy-Laroche. Non, vous formiez un tandem extraordinaire. Non, parce qu'elle était solide. Elle savait quels étaient les besoins de sa municipalité, de ses concitoyens. Puis, elle voulait simplement de l'appui, qu'on la soutienne, qu'on l'accompagne. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça, comment dire ça à des femmes que ça s'apprend? Faut se faire confiance. L'expérience qui s'acquiert, justement, progressivement, fait en sorte qu'on développe les bons réflexes, qu'on connaît aussi les outils qu'on peut utiliser. J'étais passée à travers pas mal de ministères au gouvernement, donc je savais qu'il fallait pas que c'est-à-dire, je ne voulais surtout pas m'enfarger dans toute la bureaucratie qui est nécessaire, oui. Je n'en disconviens pas, mais dans certains cas, il faut la mettre de côté puis dire on prend des décisions, puis on réglera ça après. Mais c'est intéressant parce que vous parlez, puis je vais inviter Maude et Suzanne à venir nous rejoindre, mais vous parlez de cette expérience. Vous vous êtes donné le droit à l'erreur pour pouvoir apprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas facilement. Oui, c'est ça. Hein, je pense que c'est une des difficultés qu'on peut avoir. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre. On est en train de parler donc de cette gestion de crise et Madame Marois, il fait référence que ça venait du fait qu'elle a senti que son instinct pouvait s'installer, elle pouvait l'écouter, en fait, à partir du moment où elle a misé sur son expérience et tout. Diriez-vous que pour, justement, aller chercher cette expérience-là, il faut se donner le droit à l'erreur et pas abandonner à la première fois où on tombe puis on s'érafle le genou un peu? Je vois Suzanne qui dit oui, oui. Oui. Tout à fait. Et de prendre l'erreur pour ce qu'elle est aussi. En apprendre. Souvent, non, mais on voit les choses souvent de façon disproportionnée parce qu'on est impliqué. Alors, on remet tout en cause. Et quand Mme Marois mentionnait l'importance d'écouter son instinct, quand on débute, souvent l'entourage, on a une petite lumière rouge, mais là, l'entourage, non, mais si on a une petite lumière rouge, il faut prendre le temps d'arrêter, d'aller chercher le pourquoi. C'est intéressant. Moi, je dis quand on épique. Hein, quand on épique, là, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Hein? Vous sentez ça, vous aussi? Absolument, on sent ça. Mais on a tendance, au début, on n'est pas certain, on n'a pas l'expérience encore. C'est ça.
quelquefois, on va passer par-dessus la petite lumière rouge et là, la première erreur qui arrive. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on apprend. Maude, cette première lumière rouge, vous l'avez déjà ressentie? Tout à fait, tout à fait. Puis il faut savoir reculer encore une fois. Il faut être capable de bien s'entourer. Moi, j'ai vraiment aimé, Mme Marois, quand vous disiez s'entourer d'une équipe qui compense nos faiblesses, nos défis à nous. Ah, et ça, c'est la plus belle des choses. Quand on réussit à avoir un conseil municipal qui ne ressemble pas, c'est extraordinaire. Là, quand c'est toutes des têtes fortes qui confrontent, je pense que c'est là qu'on représente le mieux la population. Je le dirai jamais assez. C'est tellement important. Comme je dis, jamais de béni oui-oui autour de nous. Hein? Des gens qui vont toujours nous trouver fins, beaux, puis extraordinaires, non. Oui, on peut être bien bon des fois, puis des fois, on peut être mal parti. Puis il faut qu'il y ait des gens qui puissent nous le dire, puis des gens qui puissent nous conseiller. Puis moi, je crois que ça prend beaucoup d'humilité pour faire de la politique. Oui, c'est vrai. Oui, il faut se connaître. Il faut connaître ses faiblesses, justement, puis ses forces pour je dirais, augmenter ses forces, hein? Décupler ses forces, puis compenser pour ses faiblesses. Je donne souvent l'exemple, moi, je ne suis pas nécessairement une très bonne stratège. Or, en politique, il faut faire de la stratégie. Il faut en faire. Mais j'avais quelqu'un à côté de moi qui était absolument exceptionnel. Parler de Mme Stafford. C'est en plein ça. Mais parce que moi, j'étais toujours sur le contenu, puis sur là où je voulais aller, faire arriver le projet. Mais là, elle disait, il faut que tu parles à telle personne, il faut que tu penses à consulter une autre. Peut-être que si on ajoutait tel élément dans le document, ça aiderait à ce que ça passe mieux. Ça m'aidait. Parce que moi, je suis plutôt... quand je suis convaincue, puis je pense que c'est là qu'il faut aller, puis à sa face même, le projet est bon, pourquoi je m'enfargerais? Mais non. Alors, c'est là que l'équipe, elle devient importante. Puis, vous parliez du conseil municipal, c'est la même chose. Un conseil municipal, quand on est capable d'amener des gens à venir de différents horizons et contribuer à la vie démocratique de cette institution-là, ça peut être formidable, finalement. Mais c'est intéressant. C'est le plaisir qu'on a à travailler, d'ailleurs, parce qu'il y a les projets, mais c'est l'humain qui nous alimente. Puis on le sait, là, pendant la pandémie, c'est ce qui nous manque, là. C'est l'énergie des autres. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui, mais l'énergie de gens qui nous ressemblent constamment, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça ne nous nourrit pas. On ne peut pas apprendre. Puis de votre parcours, Mme Marois, c'est vraiment ça qu'on voit, à quel point à chaque défi, à chaque dossier, à chaque moment de votre vie, dans chaque fonction, vous avez appris. Tout le temps. C'est pour ça que vous êtes si inspirante par la suite, c'est certain. Tout le temps. Puis en plus, je vais dire quelque chose de terrible. J'étais payée pour apprendre. Non, il fallait que j'apprenne vite, par exemple, parce qu'il fallait que je lise vite. Mais sauf qu'il faut se mettre dans cette posture-là. Se dire que, oui, on arrive avec tous nos talents, notre intelligence, nos capacités, nos projets, ce qu'on veut faire, mais se dire qu'en écoutant les gens, en allant chercher de l'information, en s'assurant qu'on s'alimente, on devient meilleur. Et puis, on grandit, puis on apprend toute la vie. Puis moi, peu importe là où on est... Moi, j'appelle ça le processus d'amélioration continue. Oui. Alors, on est en processus d'amélioration continue comme être humain, mais comme élu, comme élu aussi, on est en processus d'amélioration continue. C'est pour ça que les femmes doivent venir en politique. Parce qu'elles vont acquérir ces questions dont elles se posent. Elles vont pouvoir le faire et elles vont amener aussi ce qu'elles sont. Et il ne faut pas se transformer. Tellement. Il ne faut pas se transformer. Puis tellement ça, je le sais, on a vu là, tout le long de votre parcours, Mme Marois, comment les gens auraient voulu que vous soyez quelqu'un d'autre. Puis vous êtes restée cette même femme, avec ce thème de voix rassurant. Vous n'avez pas changé cette façon d'être. Et ça, c'est essentiel, parce que la journée où on change ce qu'on est, on est plus authentique, on est plus vrai, et on n'apporte plus rien. Suzanne, vous avez tellement raison. L'intégrité, j'appelle ça l'intégrité et l'authenticité. C'est ça. Il faut rester ce qu'on est. C'est là qu'on est le meilleur. Si on adopte un personnage et puis on se met à nous-mêmes, finalement, puis c'est là qu'on perd notre capacité d'utiliser le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est plus nous-mêmes qui est là. Mais c'est intéressant parce que je vous écoute, puis on dit, bon, il faut être authentique, il faut s'entourer, mais en même temps, il faut aussi accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on ne saura pas tout de suite et toujours. Et ça, je pense que c'est un des enjeux que plusieurs femmes ont. On y a fait référence tantôt, hein? Puis vous le savez, quand vous contactez des femmes, « Ah, mais non, moi, j'ai pas tout sur la liste », c'est pas nécessaire que nous, on ait tout.
C'est nécessaire que notre équipe soit complète et que les perspectives soient complétées. C'est ça. Et ça, là, moi, ça a été un facteur de succès, d'admettre que je ne savais pas tout. Évidemment, j'ai eu plusieurs ministères, puis quand j'arrivais dans certains ministères, j'avais tellement peur. Le doute, là, je l'ai eu plusieurs fois. Bon, je me disais, est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que j'ai assez de connaissances, de compétences? Mais là, je m'assoyais avec l'équipe sous-ministérielle. Là, je disais, vous allez m'identifier tous les projets les plus importants, les grands défis, les grands problèmes, etc. C'est sûr que j'arrivais avec le programme du parti, puis avec un projet de ce qu'on voulait faire, avec une grille, etc. Mais accepter humblement de poser des questions, puis de mettre notre ego de côté. Puis l'autre chose que je faisais toujours, c'est d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, que ce soit au ministère de la Santé, de l'Éducation, de la famille, les organisations, etc. J'apprenais. Puis après ça, j'étais capable je dirais, d'agir en tenant compte des vrais problèmes que j'avais à résoudre ou des projets que je voulais mettre de l'avant, en tenant compte de la façon dont les outils que j'avais ou les connaissances que j'avais acquises. Mais ça prend de l'humilité. Puis je dis aux femmes, là, ayez pas peur de vous dire que vous connaissez pas toutes. C'est pas nécessaire. Vous pouvez l'apprendre, en autant que vous avez la volonté de le faire, puis que vous vous organisez pour structurer un peu tout ça. Mais vous avez une très grande qualité, puis je veux la noter parce que vous n'en avez pas parlé dans votre livre, puis peut-être que vous ne savez même pas que vous l'avez. Je sais peut-être pas, non. Mais c'est une qualité, je pense, si on a quelque chose à mémoriser puis à apporter, c'est ça. Quand vous étiez à un endroit, à un moment précis, vous n'étiez pas dans la rencontre d'avant ou dans la rencontre d'après. Vous étiez avec les gens, vous êtes avec les gens au moment présent. Ouais. Souvent, des gens veulent se montrer très importants, très occupés. Alors, ils nous parlent de la réunion où ils étaient puis de la réunion où ils s'en vont. Alors, on a l'impression, pourquoi on est là? Et encore aujourd'hui, c'est ce que je constate. Quand vous êtes là le moment avec nous. Et ça, en politique, vous ne le savez peut-être pas, mais ça a été une de vos extrêmes richesses parce que vous étiez là, vraiment. C'est parce que, en étant là, je pouvais écouter vraiment ce que vous vouliez me dire et apprendre, puis me dire comment de fois j'ai changé certains aspects de mes programmes, mes projets. Le monde ne le sait pas, ça, hein? Suite à des discussions, des échanges avec des gens sur le terrain, que ce soit quelqu'un qui est à la mairie, quelqu'un qui est médecin, une infirmière, une auxiliaire. J'allais rencontrer les gens qui étaient dans les bureaux d'aide sociale. Quand j'ai été ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du Revenu, puis je m'assoyais avec eux, puis je leur disais, si vous étiez ministre, qu'est-ce que vous changeriez, vous? Mais je les écoutais vraiment. Puis ça m'aidait ensuite à prendre des décisions éclairées. Mais effectivement, être présente. Puis ça, les filles, on est bonnes pour faire ça. Oui, de l'écoute. Il y avait Maude qui avait une dernière question avant qu'on aille au groupe. Ce qui se dit là, c'est un message que la Commission porte souvent, c'est que le moment le plus difficile dans le parcours politique, c'est de se lancer. Tout le reste s'apprend. Oui. Donc, je trouve ça super intéressant que Mme Marois vient confirmer cette intuition-là que nous avions. Vois-tu, il faut, quand notre nez nous dit que c'est bon, c'est pas pire pantoute. Alors, l'intuition finit toujours par parler. C'est votre moment maintenant de pouvoir échanger avec tous les gens qui sont autour de la table virtuelle. Moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire que cette plateforme-là nous offre parce que souvent, dans les rencontres virtuelles covidiennes, bien, on est chacun dans notre petit coin puis on écrit notre petite question. Là, vous avez 10 minutes pour pouvoir échanger avec les personnes qui sont avec nous, qui participent à cet événement. Et par la suite, on pourra prendre des questions, poursuivre la conversation avec Mme Marois, avec Suzanne et avec Maude. Et on va pouvoir comme ça approfondir. Vous allez voir, il y a deux façons de contribuer. Il y a la façon donc en visuel. On va pouvoir vous voir, vous entendre. Et sinon, vous pouvez aussi prendre la section clavardage si vous avez une petite gêne, si ça vous tente pas particulièrement, vous avez pas, vous êtes encore en pyjama parce que vous auriez le droit. Alors, vous pouvez nous écrire comme ça par la zone clavardage. Alors, on se donne un 10 minutes. On aura donc 20 minutes après pour échanger. Et je le rappelle, vous allez pouvoir, après ça, échanger, continuer de parler et de partager vos perceptions sur notre rencontre encore pendant 30 minutes dans la période de réseautage que vous aurez par la suite. Alors, à tantôt. Bon échange.
Nous voilà de retour. J'espère que vous avez eu de bonnes discussions, des échanges qui vous ont permis. En tout cas, je peux vous dire qu'ici, on a parlé de charge mentale, on a parlé de toutes sortes de choses qui sont parfois des freins, parfois des accélérateurs pour décider de faire le saut, parce que si on parle de charge mentale, on peut décider qu'on plonge en politique pour essayer justement de la diminuer, comme le fait Mme Marois, avec nos CPE et avec les congés parentaux. Alors, on va y aller déjà. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour poser des questions. Je vais d'ailleurs spécifier. Il y a une petite chose, j'avais dit qu'il fallait aller dans le clavardage, c'est pas tout à fait ça. C'est poser une question. Et vous avez deux options, orale ou écrite. Donc, si vous êtes en pyjama, c'est écrite. Et orale, si vous avez envie de mettre votre binette à l'écran. On y va dès maintenant avec Isabelle Miron, qui est conseillère municipale de Gatineau et membre de la commission Femmes et Gouvernance. Donc, Mme Miron, bonjour. Je pense qu'on attend un petit moment. Il faut toujours attendre un petit moment de connexion. Donc, soyez sans crainte. On est là avec vous très bientôt. Et j'ai très, très hâte aussi de savoir comment ça s'est déroulé. Est-ce que ça a suscité les passions? Bonjour! Voilà! J'espère que vous allez bien. Bonjour! Alors, bonjour. On est un peu curieuse. Comment se sont passées les discussions? Est-ce que c'était très animé? Oui, vraiment super intéressant. Une mairesse puis d'autres conseillères de d'autres points du Québec. Moi, je vous parle en direct de Gatineau, une région que je sais que Mme Marois porte dans son cœur. Tout à fait. Beaucoup, toujours. Alors, est-ce que vous vous êtes entendu sur une question, sur un commentaire que vous aviez envie de faire à votre table? Non, en fait, je vais parler vraiment à mon nom personnel. Je ne voudrais pas forcer mes collègues de table à vous endosser. Bien, c'est bien ça. Allez-y, en toute autonomie. Merci. En fait, on est nombreuses à représenter une espèce de renouveau du milieu municipal où est-ce qu'on veut être des vrais gouvernements de proximité. Et je me demandais si Mme Marois aurait des suggestions, comment on peut interpeller nos vis-à-vis du provincial et du fédéral pour être mieux écoutés, plus entendus avec nos enjeux qui sont des enjeux de proximité, mais d'une grande importance. Oui. Alors là, ça, c'est une question d'ordre politique pur. Oui, hein, c'est ça, c'est l'autonomie municipale. C'est très bon. Moi, d'abord, félicitations pour être là, pour encourager d'autres femmes à se présenter. Bien, je crois que le meilleur moyen, c'est d'arriver avec l'appui de vos citoyens. Quand vous avez derrière vous des gens ou avec vous des personnes qui ont souhaité que vous fassiez une démarche pour assumer de nouvelles responsabilités ou avoir des projets qui vous soient confiés, je crois que c'est la meilleure façon de convaincre des décideurs politiques au niveau québécois. Et l'autre chose, ça a l'air de rien, mais allez voir son député. Et les députés de la région où on est, c'est très bon. Parce que les députés, normalement, se laissent atteindre et toucher par des projets qui concernent leurs concitoyens, qui concernent leurs conseillers, leurs maires, etc. Ça, là, c'est ça. Puis vous pouvez le faire en faisant un peu je dirais, de connivence avec d'autres, dans d'autres municipalités, de telle sorte que c'est un message qui vient de plus d'un endroit. Et ça, ça va amener les députés à sensibiliser leur ministre des Affaires municipales ou ministre des Finances ou peu importe qui est concerné. Alors moi, je pense que ça, c'est une façon de faire. Mais aller chercher l'appui de vos citoyens, ça, c'est habituellement une recette qui est assez gagnante. Oui, merci à vous, hein, parce que la force de la mobilisation, on l'a dit aussi, c'est aussi une capacité que les femmes ont en particulier, donc d'être capable de suivre le conseil de Mme Marois en mettant de l'avant les qualités féminines, ça peut peut-être justement faire une différence. Hein? Absolument. On a aussi Mme Mossus qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, vous, comment allez-vous? Ça va très bien. Peut-être nous mettre un peu en contexte, vous êtes de quel endroit? Et, moi, oui. Je suis du nord du Québec, le grand... On vous entendait, ça allait bien. Allez-y, hop là, vous êtes disparu. On va revenir à vous, attendez un petit peu. Mme Mossus, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je vous entends. Parfait, allez-y. Bon, regarde, je viens...
Moi, j'aurais une question pour dire la participation a été géniale à la table numéro 8 et de voir autant de jeunes se présenter en politique, moi, ça me fait un immense plaisir, étant de la vieille lignée. J'aurais une question pour Mme Marois. Comme élue féminine, comme femme qui se retrouve souvent, excusez mon anglicisme, là, dans des boys clubs, dans bien des domaines encore établis en 2020, quels sont les conseils versus votre expérience que vous pouvez nous donner pour essayer de rallier les hommes à une nouvelle gouvernance? Oh là là! D'abord, quand on est tout seul comme femme, c'est un peu plus difficile, j'avoue. Mais si vous pouvez avoir quelques collègues femmes avec qui vous partagez vos angoisses ou vos attentes ou vos craintes ou, dans le fond, vous dites pourquoi il n'est pas capable d'écouter ce que j'ai à lui proposer puis d'en tenir compte alors que ça a aussi de bon sens que ce que lui dit, etc. Alors, moi, je pense que d'essayer d'avoir un peu de personnes qui vont vous appuyer, vous aider, de collègues femmes. L'autre chose, là, il n'y a rien de mieux que la franchise, puis le dialogue, puis prendre les choses de front. Bon, ça veut dire, vous le rencontrez ou vous rencontrez quelques collègues, puis vous mettez les choses sur la table en disant, il y a des attitudes avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, que vous n'acceptez pas, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas alors que votre point de vue est aussi important que le leur, etc. Généralement, là, ça fait comme une douche froide, hein? Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse ça. Et je sais que ça prend un peu de courage, là, puis de temps en temps, il faut s'assumer complètement, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, parce que c'est des mentalités qui existent depuis si longtemps. Ils n'ont jamais été confrontés à autre chose. Ils ont toujours joué dans le même jardin, avec les mêmes règles du jeu. Puis là, on arrive avec des façons un petit peu différentes de faire. Alors, moi, à ce moment-ci, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais le meilleur des meilleurs, c'est qu'on soit plus nombreuses comme femmes en politique, de telle sorte qu'on fissure le Boys Club, puis qu'on finit par le transformer. Je peux vous assurer de cela. Ah, la masse critique, on revient toujours à ça, mais c'est important. Mais il y a des champions, et à l'Union des municipalités du Québec, là où je vais prendre une chance, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je le connais bien, mais Éric Forêt a fait partie de ces champions, hein, de ces hommes, parce que j'avais partagé avec lui là, des groupes à l'effet A, et lui encourageait beaucoup la place des femmes. Et ça change beaucoup. On a vu dernièrement dans des élections au niveau des instances, des hommes signifiaient à un autre homme, je pense que tu devrais passer ton tour, ça nous prend une femme à ce poste-là. On voit ça maintenant. Oui. Donc, on voit de plus en plus disparaître la vieille tradition. Et ce qui est souvent intéressant, c'est quand on en a un qui fait une blague de vieux mononcle, c'est un confrère qui dit ça, c'est important. Ça ne peut pas être la meilleure recette, effectivement. mais Suzanne a raison, hein? C'est moins vrai que ça ne l'était. Moi, je l'ai vu dans mon conseil des ministres avec des jeunes femmes et des jeunes hommes et des gens qui étaient d'une autre génération que la mienne. Et déjà, les attitudes avaient beaucoup changé. Mais ça existe encore, malgré tout, parfois. Mais c'est intéressant parce que vous nous parlez de la diversité, donc cette capacité d'avoir plus de femmes autour de la table, mais aussi des hommes d'origine diverse qui vont permettre justement de venir changer un petit peu le discours puis de venir rendre les angles un petit peu moins abrupts. Là. Il y a une autre question de Catherine Bérard. Merci beaucoup, Mme Mossus, d'avoir été avec nous, d'ailleurs. Merci. Il y a une question maintenant de Catherine Bérard qui nous demande, à l'ère des réseaux sociaux, le commentaire, la critique, on le sait, là, c'est pas du tout facile. On a vu des femmes, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale se lever et faire le relais de tout ce qui leur était dit. C'était assez horrible. Comment on peut convaincre des femmes de faire quand même le saut en politique? Oh! Bien, moi, j'ai fait un choix de ne pas aller voir les réseaux sociaux, de ne pas les écouter. Parce que j'ai été tellement heurtée par les propos qui avaient été tenus là, que ça m'atteignait finalement. Or, je me dis, est-ce que je suis obligée de me payer ça? Est-ce que je suis obligée d'aller lire ça? Bon, il y avait des gens de mon équipe, j'avoue, qui allaient voir quand même, parce que des fois, il faut reprendre le tout, il faut corriger le tir, on ne peut pas laisser passer tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai pris une décision, c'est de ne pas me laisser miner par ça, parce que
ça finit par détruire l'estime que tu peux avoir de toi. Tu finis par douter. Déjà, tu doutes un peu. Un petit peu, à peine. Alors, tu finis par douter encore plus de toi, puis de tes idées et tes points de vue. Et moi, je pense qu'il faut vraiment mettre ça de côté à cet égard-là. Assurons-nous qu'on a, comme je dis, autour de nous, des gens solides, des gens sérieux, qui peuvent nous aider, qui peuvent aussi nous contester, nous remettre en question. C'est correct, parce que là, ils le font de bonne foi en essayant de nous aider. Ça va être pas mal plus utile que d'aller se faire, finalement, miner le moral par des propos qui n'ont aucun sens. Vous le vivez aussi, Maude? Bien, c'est intéressant de faire un processus sur nous-mêmes, mais il y a aussi le structurel puis le politique qui peut changer ça. Depuis le début de la pandémie, avec une recherche qu'on vient de faire récemment, les plaintes d'incitation à la haine ou d'intimidation sur les réseaux sociaux envers les députés a augmenté de 600 C'est immense, là. C'est immense. Il y a un contexte, il y a une crise, donc on voit actuellement qu'il y a des réactions, mais c'est le bon moment pour réfléchir à ça et demander des politiques. Comme ce qui est intéressant, c'est de voir que les réseaux sociaux, on le voit aux États-Unis actuellement, là, au moment où on se parle, les plateformes ont décidé de sévir et donc mettre des messages. Et ça, je pense que ça peut aussi nous aider un peu. Suzanne, vous vouliez ajouter? Parce qu'on ne peut pas faire fi des médias sociaux. Ils font partie, puis on va faire une campagne électorale en pleine pandémie au niveau municipal. Donc, il est clair que l'utilisation des médias sociaux va être importante, mais il faut exiger le respect. Il faut se permettre de dire qu'on va supprimer tous les commentaires qui seront, par exemple, misogynes, irrespectueux, violents. Il faut mettre des règles balisées et on n'aura pas le choix parce qu'on ne pourra pas les faire disparaître. Ça va faire partie de notre avenir, mais il va falloir être plus rigoureux au niveau de ce qu'on accepte et ce que l'on accepte. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut quand même que comme personnalité ou personnes qui sont attaquées, c'est plus difficile de le faire de notre propre chef. Il faut qu'on ait des gens dans nos équipes dont c'est la responsabilité et la tâche. Si on est capable d'enlever les propos d'un président des États-Unis de réseaux sociaux, on doit bien être capable d'enlever les propos de quelques citoyens. On peut faire un petit ménage. On va sortir notre push-push, puis on va se faire un petit ménage. Et ça va être bien comme ça. Donc, avant d'aller à Julie Morin, il y a une question qui vient de Geneviève Roux qui nous demande, parce qu'effectivement, on a parlé avec vous, Mme Marois, de toutes les batailles qui avaient été menées à travers les décennies. Elle nous demande, c'est quoi les prochains dossiers pour faire avancer la place des femmes en politique? Moi, je crois, d'abord, qu'on soit plus nombreux en politique, ça, c'est très important. Est-ce que ce serait les quotas? Bon. Les quotas, moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ça. On se partage ça, mais on n'est pas beaucoup. J'ai toujours eu un peu de difficulté avec ça. On a vu qu'à l'Assemblée nationale, je sais que entre autres, votre comité fait la promotion de ça, non? Qu'on ait des quotas? Non. Ah non? Ah bon, OK. J'ai fait... il y a les discussions au sein de la commission. C'est le groupe Femmes, Politique et Démocratie. C'est ça, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, au niveau municipal, ça s'adresse pas. Non, ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas de parti politique, effectivement. Non, moi, c'est pas nécessairement les quotas. D'abord, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est formidable. À l'élection de 2018, 42 zone de parité. Il y a eu tellement de pression de la part de groupes de femmes et démocratie, d'organisations comme la vôtre, Maude, que ça a obligé les partis à ouvrir leurs oreilles. Puis la pression est venue et ça a aidé beaucoup. Puis au niveau municipal, il y a quand même une proportion un peu plus grande, 37 de conseillères actuellement, mais reste un peu moins. Oui, 18 18, bon. Mais moi, je vais vous dire, je crois que c'est encore la question des revenus et de la reconnaissance d'un salaire qui a du bon sens pour les femmes. Il y a encore un écart de 11, 12, 15 Comment ça se fait que c'est encore là? On a des lois sur l'équité salariale. Le taux de participation des femmes sur le marché du travail est très élevé. Moi, je pense qu'il y a là encore une matière à ce qui est du travail de fait. Et l'autre, évidemment, puis ça, c'est pas lié nécessairement à, comment je dirais ça, au fait qu'on soit comme femme engagée en politique, mais en même temps, oui, parce qu'on peut peut-être agir sur certains aspects, c'est la violence.
La violence faite aux femmes. Mais qui a fait que tous les parlementaires se sont unis, ça aussi, ça c'est formidable. Change, oui. Ça, mais le fait, oui, justement, on porte ça, souvent, les femmes le portent encore plus parce qu'elles savent que c'est leurs collègues féminins, les femmes qui vivent davantage cette situation-là. Moi, je trouve que c'est une bataille qu'on doit mener comme société. Absolument. C'est inadmissible que des femmes subissent la violence, des femmes soient harcelées, soient tuées. Parce incroyable. C'est ça qui se passe. Bon, la question des quotas, ben, on pourra en reparler. On en reparlera une autre fois. C'est bon. On pourrait faire, justement, on fera un autre d'elle à élu, justement, là-dessus. Ça pourrait être un bon sujet de discussion. Quels sont les bons chemins? Exactement. On y va maintenant avec celle qui a succédé à Mme Roy-Laroche, Julie Morin, qui est présidente, qui est mairesse plutôt de Mégantic. Bonjour, Julie. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Bonjour Madame Marois. En fait, ça me fait plaisir d'être là et d'entendre tout ce que vous dites depuis le départ. Merci beaucoup pour ça. Et merci pour l'impact positif que vous avez laissé à Lac-Mégantic. Encore aujourd'hui, on en voit les bienfaits. J'ai une question personnelle, en fait, au sujet des enfants. Je suis une jeune mairesse, j'ai 3 enfants. Bien sûr, ça m'occupe beaucoup, ce travail. En même temps, je fais le pari qu'à long terme, ça aura un impact positif sur eux de voir leur mère heureuse, impliquée, engagée, qui fait une différence. Mais je fais ce pari-là aujourd'hui. J'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, si on avait vos enfants devant nous, quel impact positif, ou moins, vous pensez avoir eu sur eux? Je vous remercie de cette question-là. Ça m'émeut à chaque fois qu'on parle de mes enfants et de mes petits-enfants. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait et l'impact que ça a eu sur mes enfants, je crois, a été extraordinairement positif. Je leur ai déjà posé la question formellement. On était tous ensemble un jour et j'ai dit, est-ce que quelque chose que j'ai posé comme geste qui vous ont nui, qui vous ont pas aidé? Bon, ils n'ont pas aimé quand il y avait des manifs contre moi là, dans les rues, puis qu'ils étaient à l'école publique, puis ils trouvaient ça un peu difficile. Mais cela étant, non, ça fait des enfants très autonomes, très libres. Ça fait des garçons qui partagent les tâches avec leurs conjointes, qui prennent soin de leurs enfants. Et pour eux, c'est normal de faire ça. Et que leurs conjointes soient autonomes, des professions veuillent faire des choix qui leur appartiennent, ça va pour eux de soi. Alors non, je pense que moi, l'impact a été beaucoup plus positif que négatifs. Il y en a sûrement eu des petits aspects négatifs, mais par rapport à n'importe quelle vie de famille, je pense qu'ils ont été gagnants de mon engagement. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Julie, parce que c'est la dernière question qu'on avait pour le public, mais je trouve qu'elle met la table pour la question de conclusion que j'avais pour vous trois. C'est ce mot qui est souvent dans la... On a parlé du doute, mais le mot qui est souvent dans la bouche des femmes aussi, c'est la culpabilité. Et vous avez dit la plus belle chose, je ne regrette rien. Donc, c'est assez exceptionnel, ça. Donc, comment on fait pour ne rien regretter? Comment on fait? Parce qu'on agit toujours de bonne foi, avec conviction. Et par rapport à la famille, comme je l'ai expliqué souvent, les enfants ne nous appartiennent pas à nous. Ils appartiennent à notre conjoint et à nous. Et quand on les élève seuls, cela arrive parfois, il faut aller chercher de l'aide pour se faire accompagner. Et nos enfants ont une grande capacité d'adaptation. Et puis, l'important, c'est qu'ils sentent qu'on les aime. Je suis certaine que la dernière jeune femme là, Julie qui a posé la question, je suis certaine que vous allez être gagnante alors, en ayant cette attitude-là. Mais il y a une chose, il faut un peu lâcher prise vis-à-vis le fait que notre ménage n'est pas tout à fait parfait, que les enfants ne sont pas habillés tout à fait comme on voulait, parce que c'est notre conjoint qui s'en occupe ou quelqu'un d'autre qui est là. Bien, c'est normal, chacun le fait à sa façon. Quand on lâche prise, je pense qu'on se déculpabilise un petit peu aussi. Oui, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous rappelez aussi les premiers moments où comment elle s'appelle? Magali va rentrer dans votre vie, puis vous dites, il faut accepter que les enfants vont peut-être se confier à elle en premier. Il faut accepter de laisser ça aussi un peu aller. Ils vont lui dire des secrets qu'ils ne me diront pas à moi. Ah oui, ça m'a beaucoup touchée. C'est que quelqu'un écoute le secret puis qu'il l'aime après. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez parfois cette culpabilité-là? Passé, présent, probablement futur. Mais ça s'apprivoise. Voilà.
Il faut juste accepter que non, on ne peut pas tout contrôler. Et puis, c'est même sain. On parlait des enfants tout à l'heure. Je pense que c'est même sain pour les enfants qu'on ne veuille pas et qu'on ne puisse pas tout contrôler. Ça leur donne de l'autonomie. Et il faut prendre le temps d'arrêter et dire non. Là, je veux que tout soit parfait. Non, une porte de chambre, ça se ferme si le lit n'est pas fait. La vaisselle, oui, ça peut aller dans 1 heure. Je veux prendre ce temps-là pour être avec les enfants. Je travaillerai les dossiers quand ils dormiront. Alors, oui, même si ce sentiment va revenir, et ce n'est pas propre à la politique. Alors, je vous dis, mesdames, allez-y tout de même. Parce que quoi que vous faites dans votre vie, vous allez avoir tendance à vous remettre en question, à avoir ce sentiment de culpabilité-là. Il faut juste s'arrêter, le raisonner et aller plus loin parce qu'on a tous envie, comme vous, de dire au bout de la ligne qu'on ne regrette rien. Exactement. Exactement. Maude? Bien, je pense que moi, c'est un travail d'équipe avec mon amoureux depuis tout le temps, puis je peux dire que ça va très bien avec ma culpabilité. Ça va. Tant mieux. Mais je vais faire ma politicienne, puis je vais faire un ricochet là-dessus pour parler des gars en politique en ce moment. Les jeunes papas, ils veulent concilier travail-famille. Oui. Les membres de la commission, là, on a des nouveaux membres masculins. C'est ce message-là qui porte. Arrêtez, les filles, de porter la conciliation travail-famille. Nous aussi, on veut la porter. Nous aussi, on veut être présents. C'est très bon. Il faut mettre beaucoup ce discours-là en valeur et on a plein de beaux modèles. Ça, on pourrait faire un autre forum là-dessus. Avec des champions, hein, avec parce qu'il y en a. Champions, parce qu'il y en a beaucoup. Je pourrais vous en nommer plein. Ben, c'est extraordinaire parce que donc, finalement, on est en train de se tricoter un autre rendez-vous, éventuellement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous l'ai dit, vous pouvez continuer d'échanger avec les gens qui sont autour de la table, continuer de réagir, de pouvoir partager justement les craintes ou les préoccupations que vous avez, puis peut-être venir vous rassurer. C'est pour ça que cet événement-ci a été concocté, pour être en mesure de dire, de nommer les choses avec 3 femmes exceptionnelles, Maude Laberge, Suzanne Roy et évidemment, on dirait, c'est comme celle qui a ouvert toutes les portes, Pauline Marois. Quelques-unes. Oui, merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne continuation, continuez d'échanger, puis faites tomber les craintes que vous pouvez avoir entre vous. Bye. Au revoir.